Bonjour messieurs et dames, je suis Naboudia Bouraïma, prof de philosophie au lycée technique de Mango. J'ai lu avec émotion, avec douleur, la lettre de monsieur le docteur Takali Kofi, adressée au ministre de la Santé. Je compatis beaucoup à toutes les souffrances que chacun de nous endure chaque jour que Dieu fait. Des morts de gauche à droite. Nos hôpitaux sont vraiment devenus de véritables mouroirs. Le système éducatif au Togo est à l'image de ce que les gens vivaient dans le précambrien. Le matériel à la disposition des pauvres médecins ne répond plus aux réalités que nous traversons. La misère a fait que tant de malades à l'hôpital, beaucoup meurent directement dans les hôpitaux, faute de moyens adéquats pour subvenir à leurs besoins sanitaires. Monsieur le docteur, je salue d'abord votre courage. Cette lettre ne devait pas être adressée au ministre. À chaque fois qu'un ministre sort sur les médias au Togo, il dit que sur instruction du chef de l'État. Ça veut dire que si nos hôpitaux sont dans cet état, c'est que le chef de l'État n'a donné aucune instruction à ses ministres. Autrement dit, le chef de l'État adhère à ce que la population majoritaire subisse ce sort tragique, cruel, inhumain, où l'hôpital qui est censé sauver les vies est devenu un centre où les gens vont pour mourir. Quand tu pars à l'hôpital, tous les Togolais ont l'inquiétude que c'est fini pour toi parce que rien n'est évident que tu reviendras dans un état normal. Tu sors par les pieds et tu retournes à la mort, à travers la morgue, tu retournes dans un cercueil, tu retournes, c'est-à-dire dans une ambulance où on t'amène directement au cimetière. Pourquoi cet état de choses? Hier, j'avais publié un message où je disais que en 2005, paix à son âme, quand le général président Eyadema avait piqué sa crise, si réellement on avait un hôpital digne de ce nom, on n'avait pas besoin de l'évacuer directement à l'étranger. On aurait pu lui apporter quelques soins nécessaires, vitaux, avant de l'évacuer à l'étranger. Mais comme ils ont toujours cru que l'enfer c'est pour les autres, ils ont oublié que la maladie peut surprendre chacun de nous comme un voleur qui vient dans la nuit surprendre le propriétaire. S'il vous plaît, pourquoi on peut penser que si je ne fais pas ceci ou cela pour tel, alors moi-même je suis à l'abri. Pourtant, la maladie n'avertit pas avant d'arriver. Je crois que monsieur le docteur, votre réaction, c'est que vous avez eu le courage de dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Chacun de nous aujourd'hui sait que le point le plus nécessaire, vital qu'on aurait pu accorder aux Togolais quand on nous a tout refusé, c'est l'hôpital et l'éducation. Mais quand vous prenez ces points vitaux, sociaux pour l'épanouissement d'un État, d'une population dans un État, c'est le point où nos dirigeants cinquantenaires n'ont jamais accordé un minimum de respect. Le système sanitaire aujourd'hui est dans un état scandaleux, catastrophique, pitoyable, inhumain, dégradant. Je ne trouve pas de mots qu'il faut pour pouvoir qualifier ces cœurs de ces gens qui prétendent nous diriger, mais qui ne se soucient pas de la population pour lesquelles ils prétendent se battre. Je voudrais revenir sur le CHU Kara, où je suis, où je me soigne souvent. Le scanner est en panne depuis un long temps. Aujourd'hui, quand les analyses recommandent que tu fasses le scanner, tu es obligé de courir vers le Bénin. Et là-bas, le scanner est à 60 000. Combien de Togolais ont 60 000? Avant, au moins, à Kara, il dirait à 25 000. Et au jour d'aujourd'hui, à cause du scanner, le nombre de morts, le nombre de décès est élevé. À chaque fois que le malade, on lui exige une analyse de scanner, il est obligé d'aller se sacrifier en allant vers le Bénin. Et quand vous amenez votre malade au Bénin, rien n'est évident parce que l'état de la route,
les moyens de déplacement. On ne met pas l'ambulance à ta disposition. C'est à toi de prendre le malade soit dans un véhicule, soit sur une moto. Et en cours de route, le malade trépasse. Le même scénario à Lomé. Nous avons appris aussi avec tristesse que le scanner de Lomé aussi est tombé en panne. Et au jour d'aujourd'hui, rien n'est fait pour remédier ce mal. S'il vous plaît, monsieur le docteur Kofi, la lettre ne doit pas être adressée au ministre. Le ministre n'est qu'une simple marionnette qui ne fait qu'exécuter la volonté du chef de l'État. Les ministres disent que ce que nous faisons, c'est sur instruction du chef de l'État. Si les ministres ne sont pas capables de résoudre nos problèmes, c'est dû au fait que le chef de l'État n'a donné aucune consigne pour qu'on résolve nos problèmes. Alors, ayez le courage, pas à vous seuls, tous les autres docteurs, tous les autres médecins, assistants, infirmiers, sages-femmes, de signer des pétitions adressées directement au chef de l'État que vous ne pouvez plus continuer à travailler dans cette situation embryonnaire et catastrophique. La population a comme l'impression que ce sont les ministres et les médecins qui sont incompétents. Ce sont les assistants, les infirmiers, les sages-femmes qui sont incompétents. Non! Vous avez été formés, bien sûr, par des moyens qui ne sont pas à la hauteur des attentes, mais je crois quelque part que vous avez une vocation, vous avez une conscience, vous avez une responsabilité, mais malheureusement, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Cette lettre doit être adressée directement au chef de l'État, qui est le premier responsable et qui a l'obligation régalienne de s'occuper de son peuple. Un peuple malade ne peut pas travailler. Un peuple malade ne peut pas produire des résultats pour faire évoluer un État. Je donne aussi l'exemple le plus triste de M. Kofi Panou à Kabou qui a piqué une crise. On a dû l'évacuer au CHU Kara, mais malheureusement par faute de moyens adéquats, le monsieur a trépassé. Chez nous à Bassar, j'ai vu pas mal de personnes succomber par faute de moyens. Avant à Bassar, l'hôpital, quand on t'amène à l'hôpital, les gens commencent déjà pas à creuser des tombes. Les gens commencent déjà pas à préparer des cercueils. Parce que rien n'est évident que tu reviendras en bonne santé, que tu reviendras vivant. Nous avons vu des femmes en travail qu'on a dû évacuer dans des véhicules pour s'occoder, puisqu'en ce moment, il n'y avait pas de bloc opératoire à Bassar. C'est en cours de route qu'on les ramène parce qu'elles ont succombé par faute de moyens à Bassar. C'est le même scénario. Kara considéré comme la deuxième ville du monde. Mais allez-y à l'hôpital. L'hôpital est devenu la capitale des moustiques, la capitale des cafards, la capitale de toutes les saletés du monde. Au sein même de l'hôpital, on fait des champs. Il y a des bananiers, il y a des palmiers, il y a des endroits où ça ne ressemble absolument pas à un hôpital, où tout devait être propre et sain pour que le malade puisse respirer un bel air. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas gratuitement contre nos dirigeants. C'est que quelque part, ils ont décidé volontiers de nous abandonner. Le peuple est abandonné à lui-même. Un dirigeant qui n'a pas de souci pour la santé, un dirigeant qui n'a pas de souci pour l'éducation, que fait-il au sommet de cet État? Quand on te donne une responsabilité pour défendre ta patrie comme chef de l'État, c'est une responsabilité très lourde. N'importe qui ne peut pas être président. Si vous ne pouvez pas secourir votre peuple qui pleure quotidiennement, la meilleure façon c'est de démissionner et de partir calmement. Ne pas pouvoir accorder les soins adéquats à ta population qui meurt quotidiennement pour une simple maladie qu'on aurait pu guérir facilement dans un autre pays, c'est que quelque part tu as échoué. J'ai un cœur qui saigne quand je vois des gens qui meurent, quand je vois des gens qui succombent dans un état qui n'a aucun état de conscience. Le Togo, pourquoi tu souffres tant? Pourtant, normalement, tu es une grande puissance dans la sous-région. Tu souffres à cause de tes dirigeants. Le peuple togolais pleure à cause de ses dirigeants. Le peuple togolais a eu la malchance d'avoir des dirigeants qui ne se soucient pas de nous. Tous les ministres se soignent à l'étranger. Tous les DG proches du chef de l'État se soignent à l'étranger. Le chef de l'État se soigne à l'étranger. Dites-moi, messieurs les médecins, messieurs les infirmiers, est-ce qu'un ministre est venu une fois dans nos hôpitaux publics pour chercher des soins? Je ne crois pas. Ils se soignent tous à l'étranger.
Ces hôpitaux considérés comme des mouroirs sont réservés à nous, les minables. Pourtant, dans un État démocratique, votre pouvoir provient du peuple. Mais ce peuple qui ne représente absolument rien devant vous, qu'est-ce que vous laisserez à l'histoire? Quelle image vous laissez devant votre peuple quand vous n'êtes pas capable de les protéger, de les défendre? Je crois quelque part qu'il est grand temps que le peuple togolais sache où se trouvent ses intérêts. Nous avons cru que le président Faure devait corriger les erreurs de son père. Mais malheureusement, il n'a rien fait pour nous prouver qu'il pensait au peuple togolais. Je crois quelque part que l'histoire est têtue. Les Togolais, dans leur silence, savent où ils vont. L'histoire nous recommande de nous battre, mes frères. Quand vous prenez la révolution française, quand vous prenez la révolution burkinabèse à côté de nous, ça ne s'est pas fait par Dieu. C'est par des hommes et des femmes debout qui se sont mobilisés pour réclamer leurs droits. Pour réclamer que la justice soit faite à ce peuple meurtri qui pleure quotidiennement les morts, qui pleure quotidiennement la souffrance. Les Togolais ne rient pas, les Togolais ne vivent pas, les Togolais pleurent quotidiennement. Frères et sœurs, la jeunesse, prenons notre destin en main. Prenons notre destin en main. 50 ans, nous ne devons plus rien à ces hommes et à ces femmes minoritaires, une goutte d'huile dans la mer, qui continuent de se moquer de nous, qui continuent de nous traiter comme si nous étions de moins que rien. Nous sommes des gens dignes. Nous ne sommes pas une proie. Nous avons une valeur. Nous avons une dignité. Je voudrais revenir sur l'éducation, où je maîtrise mieux. Notre éducation ressemble à quoi aujourd'hui? Les enfants que nous formons deviennent quoi? Le système éducatif est obsolète, c'est-à-dire qu'ils ne répondent plus à la réalité. Le système éducatif ne cadre pas avec la réalité sur le terrain. Nous sommes en train de les former, mais ils ne sont pas aptes à supporter les réalités de l'heure. Des écoles sans bibliothèque, des infrastructures qui ne répondent pas aux réalités. En temps de pluie, tu ne peux pas faire le cours parce que tous nos bâtiments sont en tôle. Quand il pleut, tous les cours sont suspendus. Et vers le Grand Nord, où le mal est criard, les établissements en paille. Quand la pluie arrive, pointe à l'horizon, les enseignants et les élèves, c'est la débandade. Tout le monde est obligé de prendre la clé de champ. Ça veut dire que l'école est terminée. Quand vous prenez des endroits, je donne l'exemple de Kimori, c'est au niveau de Tandjouaré, dans le Grand Nord, où les enfants suivent le cours assis à même le sol. C'est terrible, c'est terrible. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que les gens savent concrètement ce que signifie avoir le pouvoir? C'est une grande responsabilité et on doit répondre, on doit assumer. Le pouvoir, ce n'est pas du tourisme. Un chef d'État, ce n'est pas comme un chef canton. Un chef d'État doit veiller sur toute sa population. Un chef d'État doit supporter, doit définir les stratégies, doit résoudre les problèmes, marquer son temps. Et le jour qu'il partira, que le peuple se souvienne que c'est grâce à tel que nous avons ça. Mais si vous ne savez pas le rôle que le peuple vous a assigné, je crois quelque part que calmement, vous devez partir. Enfin, s'il vous plaît, mes frères, nous ne sommes pas gratuitement contre ces gens. Le chef de l'État nous a dit, tristement, impuissamment, que c'est une minorité qui s'est accaparée des biens de l'État. Mes chers frères, nous sommes majoritaires, nous qui pleurons quotidiennement, nous devons prendre notre destin en main. Je voudrais saluer encore le courage de ces opposants qui ont eu le courage de se fraterniser, de former leur coalition. Une chose est de former la coalition, mes frères. Une chose est d'atteindre les objectifs que vous êtes assignés. Signer un pacte de non-trahison, que tout le monde reste fidèle à ses engagements, que le respect soit mutuel, que vous vous fassiez confiance du début jusqu'à la fin. La fin est proche, ne cédez pas. Les réformes ont rien. Si Faure refuse les réformes, c'est qu'il sait qu'avec les réformes, il va tomber. S'il sait que son pouvoir vient du peuple, pourquoi il a peur des réformes? Quand on dit limitation de mandat, ce n'est pas contre quelqu'un. C'est pour que le pouvoir devienne plus compétitif. C'est pour que le pouvoir puisse mieux travailler. C'est pour que le pouvoir ne soit plus un boulevard. On dit limitation de mandat. C'est pour obliger les chefs de l'État à mieux travailler.
Si tu ne travailles pas, le peuple te dégage et change. Quand l'exercice du pouvoir devient incompatible à la volonté générale, le peuple a l'obligation de demander que tu partes. C'est ça ce que nous demandons. Quand on demande la limitation des mandats, les élections à 2 tours, ce n'est pas contre quelqu'un. C'est pour contraindre les chefs de l'État quand ils viendront au pouvoir à la tête du pays, qu'ils travaillent mieux, qu'ils s'investissent mieux. Ce n'est pas contre quelqu'un la réforme. Si le président de la République aime vraiment le Togo, il faut qu'il applique les recommandations de l'APG signées depuis 2006. Sous ces instructions, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Il croyait s'en sortir en nous endormant. Quand il a demandé l'APG, tout le monde a applaudi. Pourquoi depuis 2006, il rechigne d'appliquer, de faire appliquer. Le Togo nous dépasse tous. Le Togo, ce n'est pas la propriété privée de quelqu'un. Le Togo, ce n'est pas la propriété privée d'une famille. Le Togo, c'est plus que nous tous. Toutes les familles, toutes les ethnies, toutes les localités de ce pays ont subi. Nos parents ont lutté pour l'indépendance de ce pays. Chaque localité, de Lomé à Séquencé, s'est investie pour que le Togo trouve son indépendance. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, une minorité peut s'accaparer des richesses de ce pays et se comporter comme si nous, on était des esclaves. Ils se moquent de ce peuple togolais. Ils se moquent de nous. Pourtant, le monde bouge ailleurs. Quand vous allez au Ghana, quand vous allez au Bénin à côté, quand vous allez au Burkina, les choses bougent. Tout le monde se bat à longueur de journée. Et le pouvoir change de maison en maison, d'ethnie en ethnie, de région en région. Oui, c'est normal. Ça donne, ça vitalise le pouvoir. Et ça confirme la bonne santé d'une démocratie. Le Togo ne peut plus faire un pas en arrière. Nous devons avancer. L'histoire nous interpelle. Nous devons aller de l'avant. Chaque seconde que passe, tout le monde doit tendre vers l'excellence. L'histoire de ce pays, on oublie les héros et on fait éloge aux zéros. C'est horrible et c'est honteux. Je voudrais conclure à travers ce message en vous disant, mes frères, tous les responsables de l'opposition, la diaspora, les hommes et les femmes, les étudiants, les enseignants, les médecins, bref, tous les Togolais qui aujourd'hui sont en train de changer petit à petit leur mentalité et ont compris que le changement, c'est pour nous tous et non contre personne. Je salue leur bravoure, je salue leur détermination. On ne peut plus et on ne doit plus nous intimider. C'est notre avenir, c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Leurs enfants sont peinards à l'étranger. Leurs enfants sont heureux au Togo. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous, nos enfants, qui galèrent, qui souffrent, qui nous regardent, parce que nous sommes responsables de leur venue sur la terre. Nous devons assumer pleinement. On n'est pas fonctionnaire par hasard. On n'est pas fonctionnaire par faveur. Quand on est fonctionnaire, on a des droits. Quand on est fonctionnaire, on a des avantages. La population abandonnée pour compte. Les gens abandonnés dans des fermes, dans des conditions les plus inhumaines et médiocres. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça aux hommes, aux humains comme vous? Que direz-vous à Dieu? Comme le disait Victor Hugo, où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? Où vont tous ces Togolais dont pas un seul ne rit? Qui semble dire à Dieu, voilà ce que nous font nos propres frères. On n'est pas dirigeant pour faire souffrir son peuple. On n'est pas dirigeant pour faire souffrir toute sa nation durant des décennies. Quand on ne peut pas, calmement, on démissionne. Monsieur Broum nous disait au département de philo que gouverner, c'est prévoir. Monsieur Broum même est aujourd'hui au pouvoir. Ministre de l'enseignement supérieur. Malheureusement, aujourd'hui, il prévoit quoi quand les étudiants sont dans les rues en réclamant des choses que nous, on a réclamées quand on était étudiants. Ils nous ont molestés quand on était étudiants en 2008 à l'université de Kara. Et je me rappelle, le 9 avril 2008 à l'université de Kara, nous avons subi des coups par des milices envoyées par certaines autorités. Ils nous ont molestés. Pourtant, ils étaient des étudiants. Quand nous étions partis, on a augmenté des tranches. Je n'ai touché aucune tranche. Ces étudiants qui ont fait monter contre ceux qui revendiquaient sont venus bénéficier de ces tranches. C'est comme ça que ceux qui battent aujourd'hui les étudiants, un jour, comprendront que les revendications des Togolais sont légitimes. Ils gagneront, ils bénéficieront de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Mais
comme des gens aiment les cadeaux plus que leurs propres droits, ils préfèrent faire la volonté de ceux qui nous tuent. C'est honteux qu'un homme normal se comporte de la sorte. Mes frères et sœurs, prêts pour la patrie, prêts pour l'alternance, prêts pour le combat, la lutte continue. Que Dieu bénisse le Togo, l'ordre de l'humanité. C'est votre frère, votre fils, Naboudia Brahima, ex-détenu des incendies des marchés. Nous sommes ensemble pour la victoire. La fin de la misère, de la souffrance est proche. Je demande à M. Kofi Nyamiam de revenir rejoindre la coalition. Je demande à M. Kaki Akadam, le monsieur de PNP, je salue son courage, de rejoindre la coalition. Je demande à M. Dimon Auré, que j'ai connu ici à Car, le 10 juin 2009 à l'hôtel Nova, par sa détermination de rejoindre la coalition. Je demande aux médecins, le parti du peuple pour la santé, de rejoindre la coalition. Bref, tous les opposants, tous ceux qui sont engagés, de soutenir et de prier et de se battre pour cette coalition qui est en train de naître, pour qu'ensemble, nous puissions bientôt sortir de cette dictature cinquantenaire. Trop, c'est trop. La victoire, c'est pour tout le peuple togolais. Je vous remercie. Que Dieu bénisse le Togo.